Bienvenue et bonjour Sébastien Chenu. Bonjour madame. Et merci de votre présence. Vous êtes député RN du Nord et vice-président du Rassemblement national à l'Assemblée dans le meurtre du jeune Mathis. Sébastien Chenu, le jeune Afghan et sa mère ont été mis en examen. Lui pour meurtre, elle pour violence volontaire. Elle est soupçonnée d'avoir asséné des coups à Mathis après qu'il ait été poignardé. Le père de Mathis demande à tous d'attendre la fin de l'enquête. Je cite ces phrases, de ne pas partir dans la haine et faites attention à tous les bords de droite et d'ailleurs qui s'approprient ce genre de choses. Est-ce que ce sont des paroles raisonnables à suivre, à écouter aujourd'hui ? Moi, je vais avoir une pensée d'abord pour Mathis, cet adolescent qui a perdu la vie, victime effectivement de ce jeune Afghan qu'il a assassiné. Je respecte les propos du papa, évidemment, et la douleur de la famille. Mais moi, mon rôle, notre rôle aux politiques, ce n'est pas d'être dans le déni, ce n'est pas de tourner les yeux, de regarder ailleurs, c'est de trouver des solutions. Or, le problème, c'est que ceux qui nous gouvernent sont dans le déni. La situation est hors de contrôle, les mesures qui sont proposées sont extrêmement faibles et la situation ne cesse d'être de pire en pire. Si vous voulez, chaque jour, on a le sentiment qu'un jeune dans notre pays se fait tuer, assassiner. Cette situation hors de contrôle mérite une réponse excessivement ferme. Aujourd'hui, je ne la trouve pas et c'est vrai que nous, les politiques, nous devons prendre nos responsabilités. C'est ce qu'on fait, nous, au Rassemblement national. On aimerait que le gouvernement soit un peu plus dur sur la question. Mais sur quel sujet ? Parce que là, le débat est ouvert. On verra quelle orientation il va prendre sur la levée de l'excuse de minorité. Vous, de votre côté, le RN dénonce la politique migratoire du gouvernement. Mais est-ce qu'à dire, Sébastien Chenu, qu'au pouvoir, il n'arriverait pas ce genre de drame avec vous ? Mais d'abord, si vous voulez, moi j'en veux effectivement au gouvernement parce que non seulement ils sont dans le déni, mais ils ont criminalisé ceux qui, comme le Rassemblement national, pendant des années ont fait des propositions. Nous, on a fait des propositions. Vous parlez du débat sur l'excuse de minorité. On a une proposition de loi qui a été déposée par un de nos députés, Lionel Tivoli, député des Alpes-Maritimes. Ça fait longtemps qu'on a demandé à ouvrir ce débat. On nous a envoyé voir ailleurs. On a demandé que les familles, parce que c'est un autre levier, la responsabilisation des familles. On nous a dit, regardez ailleurs. On a dit, il faut ouvrir le débat sur l'immigration. C'est un Afghan. L'Afghanistan est le premier pays qui émet des demandeurs d'asile sur notre territoire. On nous a dit, vous êtes des racistes, et aujourd'hui, etc. Le débat sur pas mal de choses est ouvert. Est-ce que vous dites que c'est un pragmatisme finalement ? Mais je ne sais pas si le débat est ouvert en réalité. Sur la levée de l'excuse de minorité, on va voir où ça va aller. Mais sur la levée de l'excuse de minorité, on va voir où ça va aller. Sur la responsabilisation des familles et notamment le fait de pouvoir supprimer même temporairement un certain nombre d'allocations familiales, le gouvernement a dit non. Sur les sanctions pénales, les aménagements de peine, nous on a dit il faut cesser les aménagements de peine. Visiblement, le gouvernement n'est pas sur cette longueur d'onde-là. Il y a d'autres choses, par exemple les audiences. On dit, nous depuis longtemps, il faut que les peines tombent vite et qu'elles soient adaptées. Les audiences aujourd'hui, quand vous êtes un mineur qui commettait une infraction, vous êtes d'abord jugé sur votre culpabilité, puis des mois après, vous avez une sanction éventuelle. Des mineurs. Donc vous redemandez une nouvelle réforme de la justice. Mais on demande déjà qu'on applique déjà les textes qui existent et qu'on arrête de les aménager au bénéfice des coupables. Parce que le problème, c'est qu'ils sont aménagés au bénéfice des coupables. Les places de prison, les places dans les centres dans ce qu'on appelait les centres qui sont pas des centres de redressement, mais tout ça a été promis, n'a pas été tenu. Emmanuel Macron avait dit on doublera le nombre de places pour les mineurs délinquants. Ça n'a pas été fait. Donc évidemment, tout est à revoir. Les petites réponses du gouvernement n'amèneront que de petits résultats, je le crains. Peut-être que le Premier ministre amènera davantage de réponses lors du débat qu'il a finalement accepté avec Jordan Bardella. Vous l'aviez demandé il y a quelque temps. J'imagine que vous l'acceptez encore aujourd'hui avec plus de risques finalement. Vous êtes haut dans les sondages pour les européennes. Est-ce qu'il y a plus de risques à débattre aujourd'hui avec le Premier ministre ? Mais faire de la politique, c'est prendre des risques et assumer ses convictions, c'est prendre des risques. On est heureux de l'entendre parce que Jordan Bardella n'a pas accepté beaucoup de débats, monsieur. Bon, enfin, il va en faire 7. Je crois qu'il en fait un chez vous d'ailleurs le 30 de ce mois. Donc il va faire 7 débats. Il fait des meetings dans toute la France. Vous savez, quand on fait des meetings, on se rend compte qu'on est les seuls, nous au Rassemblement national, à aller voir les Français pour l'élection européenne du 9 juin. Vous reconnaissez que c'est mieux une confrontation entre les têtes de liste. Eh bien, elle va venir, mais j'ai pas le sentiment que Gabriel Attal était très demandeur de cette confrontation. Il est Premier ministre, il n'est pas tête de liste. Oui, mais il est chef de la majorité également. Il est quand même... et Jordan Bardella lui a proposé il y a longtemps ce débat. Il a mis beaucoup de temps à répondre. On a un sentiment que ça sonnait un peu occupé, si vous voulez, le téléphone. Mais pardonnez-moi, est-ce à dire que les autres têtes de liste ne sont pas assez, j'allais dire, au niveau de votre point de vue pour débattre en tête-à-tête avec M. Bardella ? Il y aura des débats avec les autres têtes de liste, c'est sans aucun problème. Mais je pense que les deux visions qui
s'oppose le plus. La vision libérale, mondialiste, laxiste d'Emmanuel Macron et notre vision d'une Europe qui protège, d'une Europe qui produit, celle que porte Jordan Bardella, sont effectivement quelque part les deux plus intéressantes à être confrontées parce qu'elles sont les plus différentes. Et puis c'est l'occasion aussi, il faut bien le dire, puisque Gabriel Attal entre dans l'arène, eh bien il faudra qu'il en tire les conséquences. Si le résultat de la candidate qu'il soutient, qui a disparu un peu des écrans, Madame Hayé, eh bien est très faible, est très mauvais, il faudra en tirer les conséquences. Ça voudra dire que les Français le défient. Les Français ne font plus confiance en ce gouvernement. Et moi, je pense qu'à partir du moment où on entre dans l'arène, eh bien, il faut savoir tirer les conséquences politiques. C'est le président de la République qui décidera. Et effectivement, le débat se tiendra le 30 mai sur CNews et Europe 1. Hier, Monsieur Cheny, plusieurs dizaines d'étudiants se sont rassemblés à la mi-journée à la Sorbonne lors d'une mobilisation pour Gaza et contre, disent-ils, le génocide en cours. Le Premier ministre a demandé l'évacuation, une opération d'évacuation s'est tenue. Est-ce que sur ce sujet-là, il fait preuve d'autorité, selon vous ? Non, mais écoutez, ça fait des semaines qu'on a vu le braquage de LFI, que LFI a fait de Sciences Po. Braquage salué par les autorités religieuses iraniennes, les ayatollahs iraniens, trouvaient ça très bien. Vous me direz, entre ayatollahs de LFI et ayatollahs iraniens, on se comprend probablement. Et donc, on a vu ce braquage. Entre Khamenei et la France insoumise, même combat. À partir du moment où tous ces gens trouvent le Hamas plutôt légitime, plutôt n'étant pas considéré comme une organisation terroriste, puisque je rappelle que jamais un dirigeant de LFI, la France islamiste, n'a qualifié le Hamas d'organisation terroriste. Oui, effectivement, je pense que tout ça participe de la même chose, c'est-à-dire de la détestation d'Israël. Vous allez les faire réagir, la France islamiste. Hein, oui, mais c'est ce qu'ils sont. D'ailleurs, ils parlent à des gens qui sont sensibles à ce discours islamiste. C'est toute la stratégie de Jean-Luc Mélenchon. Qui sont ces gens ? Ce sont des gens qui aujourd'hui considèrent qu'Israël doit disparaître. C'est ce que dit Madame Hassan en réalité. Alors elle l'assume pas tout à fait parce que elle a des propos sur les réseaux sociaux. Puis quand elle est devant vous ou devant l'un de vos confrères, elle explique que tout va très bien, qu'elle aime tout le monde, etc. La réalité, c'est que c'est une militante pro-palestinienne, antisioniste et qui manipule tous les codes de l'antisémitisme. Au-delà de ça, le gouvernement, en tous les cas, Madame Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, totalement disparu. Ce matin... Oui, enfin, combien de temps il a fallu pour qu'elle se réveille ? Enfin, je me rappelle que c'est cette ministre qui voulait démissionner pendant la loi, la proposition de loi sur l'immigration. Qu'elle le fasse maintenant. Quand le Premier ministre dit on ne transigera pas, quand il avait été il y a quelques semaines à Sciences Po Paris, vous estimez que véritablement Gabriel Attal veut laisser voir proliférer ce genre de manifestations ? Mais ce sont des mots. Ils sont incapables d'autorité. Quand vous voyez ce que la direction Paillasson de Sciences Po a fait, c'est-à-dire pas de punition pour les bloqueurs, ils ont laissé finalement les choses se tenir, détente dans la cour de la Sorbonne qui était en train d'être montée, je crois, hier. Enfin, je veux dire, que ce soit la direction Paillasson de Sciences Po ou que ce soit le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ce sont des gens qui ont peur. Ils ont peur, ils sont... Peur de quoi ? Peur de la LFI. Peur de la LFI, peur de la violence de l'extrême gauche, donc ils préfèrent laisser faire. Et puis peur de ramener les principes républicains fondamentaux dans nos établissements d'enseignement supérieur. Alors, est-ce que vous soulignez à l'inverse la réaction ou la décision de Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, qui annonce suspendre les financements de Sciences Po Paris ? Oui, je la soutiens dans le sens où je pense que ça permet de faire pression. Je pense que ça permet effectivement, et ça oblige la direction, par exemple, de Sciences Po à se bouger, à réagir. Donc ça, voilà, j'y suis favorable. Ce qui est dramatique dans tout ça, c'est que ce sont 200 militants d'extrême gauche wokistes de Sciences Po qui empêchent 13 ou 15 000 autres étudiants de suivre leurs cours. Il faut les sanctionner, Monsieur Cheny, très clairement. Mais bien sûr. Oui, mais lesquels ? Est-ce que quelqu'un qui tient une manifestation pro-palestinienne, est-ce que c'est interdit ou est-ce que vous les mettez tous dans le même sac, si je vous entends bien, d'un soutien au Hamas ? Mais Madame Mabrouk, quand on occupe illégalement les locaux de Sciences Po, quand on empêche des étudiants d'entrer dans les locaux parce qu'on suppute qu'ils soient juifs, quand on a ce genre d'attitude, oui, on doit être sanctionné parce qu'on empêche les autres de vivre librement, on empêche les autres d'étudier librement et ils prennent en otage, je l'ai dit, c'est un braquage que fait la LFI de nos établissements d'enseignement supérieur et le gouvernement est totalement passif, qui ne dit mot consent. Madame Retailleau a laissé faire. Et ce laisser faire, il coûte très cher parce que ça fabrique de l'antisémitisme, ça fabrique de la haine. Et aujourd'hui, Sciences Po a totalement perdu son âme.
Même si c'est un braquage de la fille, comme vous le dites, vous n'êtes pas pour autant pour la judiciarisation du débat politique. On sait qu'aujourd'hui, Madame Panot et Madame Rima Hassan sont convoquées dans le cadre d'une enquête pour apologie de terrorisme. Vous disiez ça, je suis hostile à la judiciarisation de la vie politique. Donc ces convocations ne sont pas justifiées, selon vous? Mais écoutez, moi je pense qu'à la fin, c'est l'électeur, le Français, le citoyen français qui doit juger dans les urnes. On a une liberté, et tant mieux, une liberté d'expression que conteste d'ailleurs souvent Madame Panot, Madame Hassan, parce que la liberté d'expression pour les autres, ça les gêne. On le verra peut-être si on en parle avec l'expression le licenciement de Jean-François Aquili, votre confrère. Quand c'est pour les autres, la liberté d'expression, là, ils veulent la limiter. Quand c'est pour eux, ils veulent en profiter. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Je pense qu'à la fin, c'est jugé par les Français. Le fait que les tribunaux remplacent les électeurs me gêne. Vous le dites aussi, j'imagine, parce qu'il y a la perspective d'un procès à la rentrée ou à l'automne qui concerne aussi Marine Le Pen. Mais vous êtes contre, évidemment, une judiciarisation, quel que soit l'adversaire et la personnalité politique. Bien sûr, quand on a des principes, ils s'appliquent, y compris à vos adversaires. Nous sommes au moins cohérents. La campagne s'accélère en tous les cas des européennes. Sébastien Chenu, Emmanuel Macron a affirmé que le RN ne propose rien. Il y a 7 ans, il voulait sortir de l'Europe et de l'euro. Il y a 2 ans, on ne savait plus trop. Et Bruno Le Maire affirme que vous avez un programme économique communiste. Que lui répondez-vous? Bon, écoutez, alors un coup on est l'extrême droite, un coup on est l'extrême gauche. Bon, apparemment, c'est pas incompatible pour le ministre de l'économie. Oui, mais enfin, se cacher derrière le verbe et insulter ses adversaires, quand on a ruiné la France, quand on a mis la France à genoux financièrement, ça fait 7 ans que Bruno Le Maire est là, le chômage remonte, les entreprises font faillite, on n'a jamais eu autant d'entreprises qui ont fait faillite, et qu'on a ce bilan si désastreux des finances publiques, on évite d'aller accabler vos adversaires qui vous font des propositions. Donc quand on fait des propositions sur la taxation des surprofits, quand on fait des propositions sur la taxation du rachat d'actions, à chaque fois, car ce sont des propositions, nous on est là pour proposer, pour avancer, pour trouver des solutions, on est insulté. Quand on explique qu'il faudrait, comme le portait Marine Le Pen dans son programme, exempter les moins de 30 ans d'impôt sur le revenu. C'est pas vraiment communiste comme proposition. Ce qui vous reproche, c'est le retour à la retraite à 60 ans qui coûterait des dizaines de milliards d'euros. C'est la nationalisation des autoroutes. C'est en cela où il estime que... Mais la nationalisation des autoroutes, c'est redonner aux Français ce qui leur appartient et ce qu'ils ont payé. La retraite à 60 ans ou à 62 ans avec 40 annuités, il faut toujours le préciser, c'est les annuités qui comptent. C'est aussi une mesure de justice face à un gouvernement qui tape les classes populaires. Il y a eu une donnée économique ce matin avec le PIB qui a progressé de 0,2%. J'imagine que vous saluez cela, c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs pour le gouvernement et surtout pour la France. Mais moi, j'aime quand mon pays va bien, j'aime quand mon pays va mieux. Et nous, quand on fait des propositions, je vous en parlais, je vous en donnais quelques-unes, ou la hausse des salaires de 10% en échange du gel des cotisations patronales, c'est pour redonner de l'oxygène aux Français, c'est pour que notre pays aille mieux. Mais quand je vois l'état dans lequel ces Mozart de la finance ont mis les finances publiques, les prélèvements excessivement importants sur le dos des Français, la mauvaise répartition de ces prélèvements, l'ouverture de ces guichets à travers une foultitude de chèques qui ne résolvent rien, eh bien oui, je considère qu'ils ont ruiné et ils ruinent le pays. Vous en avez parlé tout à l'heure, Sébastien Chenu, le journaliste Jean-François Aquili a donc été licencié par Radio France pour, je cite, faute grave. Cette décision, je le rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs, fait suite à un article du Monde affirmant que le journaliste et Jordan Bardella auraient échangé autour d'un projet de livre. Le journaliste maintient quant à lui qu'il n'a enfreint aucune règle journalistique ni déontologique. Vous avez eu des contacts avec lui pour le soutenir et dénoncer cette réaction? Mais Monsieur Aquili est un grand professionnel, il est reconnu comme tel. Moi, je ne sais pas pour qui il vote, et je m'en moque. Il n'a visiblement enfreint aucune règle. Est-ce que s'il avait discuté avec Jean-Luc Mélenchon pour écrire un bouquin avec Jean-Luc Mélenchon, il aurait subi ce même genre de règlement de compte? Est-ce que sur le service public, Madame Salamé, qui est l'épouse d'un candidat aux élections européennes, la compagne d'un candidat aux élections européennes, écrit un livre avec lui, a fait probablement un peu plus qu'écrire un livre avec Raphaël Glucksmann, et elle est à l'antenne. Donc si vous voulez, ce deux poids, deux mesures... Elle se retire lors de la période de la campagne des européennes. Ça fait des mois. Ça fait des mois qu'on fait campagne, ça fait des semaines que Monsieur Glucksmann est sur les plateaux télé. Et c'est pas, si vous voulez, c'est deux poids, deux mesures. On dit à Jean-François Aquili, dans un couloir, il a parlé à Jordan Bardella, qui cherchait quelqu'un avec qui écrire un livre, il est sanctionné. Ah, on est loin de Je suis Charlie, hein. On est loin de vous pouvez penser, dire ce que vous voulez. Et de l'autre côté, on a une journaliste de talent, Madame Salamé, qui est la compagne d'un candidat. Et
et on trouve rien à dire dans le service public. Donc, ce 2 poids 2 mesures avec l'argent des Français, ce zèle de Madame Veil, la présidente de l'audiovisuel public, en tous les cas de Radio France et de France Info, me semble tout à fait politique, me semble être tout à fait lié à la volonté de se soumettre au pouvoir en place, faire plaisir à Emmanuel Macron. Et la réponse à ma question, pas de contact avec le journaliste? Je lui ai envoyé un petit SMS pour lui dire mon soutien. On n'a pas une intimité particulière, mais je suis choqué qu'on donne la tête de Jean-François Achilli pour faire plaisir à un certain nombre d'adversaires politiques. Merci Sébastien Chenu. C'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1 et à bientôt.